Depuis la nuit des temps, lorsqu'on retrace l'histoire des plus anciennes civilisations, on distingue de manière instinctive des rivalités, des pressions entre les nations-États, et ces pressions n'ont cessé de se propager avec le temps. En ce qui concerne l'histoire occidentaux-orientale, on retrouve le célèbre conflit des Perses contre les Grecs. L'affaiblissement de ceux-ci forme de nouvelles rivalités entre Sparte et Athènes. Sur le territoire occidental, vous avez la France face à l'Angleterre, et d'ailleurs plus reconnue et plus récemment, la guerre froide qui oppose les États-Unis à l'URSS. Je vous propose ici une rivalité méconnue du 19e siècle, la rivalité entre Britanniques et Russes, et je vais vous expliquer la définition ainsi que les événements qui vont amener au grand jeu. Comme à mon habitude, je vous place le contexte. Pierre Ier de Russie est le premier tsar qui tenta d'accéder directement aux ressources minières de l'Asie centrale, notamment celles situées près des rives de l'Oxus, actuelle Amu Darya, est connue dès l'Antiquité. Khiva est une des villes de l'Oxus où régnait le Khan, auquel Pierre Ier proposa d'assurer la sécurité personnelle et l'hérédité du trône pour ses descendants, en échange de privilèges commerciaux pour les Russes et de protection des caravanes contre les tribus pillardes turkmènes. Pierre envoya alors une expédition armée en avril 1717, commandée par le prince Berkovitch. Après une avancée difficile dans le désert, où beaucoup d'hommes périrent de soif, Berkovitch arriva enfin à Khiva, où le Khan lui fit un accueil chaleureux. Il accepta de loger Berkovitch et ses hommes à l'entrée de la ville. Berkovitch accepta pour ne pas froisser son hôte. C'était une ruse, le Khan attaqua dans la nuit, et seuls 40 Russes échappèrent au massacre. Khiva sauva ainsi son indépendance et la conserva encore un siècle et demi avant d'être finalement absorbée par l'Empire russe. Un des premiers Britanniques à se mettre en travers des ambitions russes était Henri Dundas. En 1798, une rumeur courait selon laquelle Napoléon voulait conquérir les Indes après son débarquement en Égypte et en Syrie. Puissance continentale, l'Empire russe cherchait au XIXe siècle à poursuivre ses progrès autour de la mer Noire et vers le Caucase, débuté début de la fin du XVIIIe siècle au détriment de l'Empire ottoman et garanti par les traités de Kouchtouv-Kaïnarji et de Jassy et en direction de la Perse amorcés à partir de 1804. Parallèlement, les tsars avancèrent à travers la Sibérie jusqu'au Pacifique et en Asie centrale. Ces conquêtes, la libération des peuples chrétiens des Balkans, du joug ottoman et les visées russes vers les détroits, accès à la Méditerranée, furent considérés comme une menace pour l'Empire britannique, première puissance maritime du monde et allié de l'Empire ottoman. Afin de préciser, la France était la première puissance mondiale sous l'empire de Napoléon Ier. Cependant, les coalitions face à la hégémonie de la France le vainquirent, mettant en avant le marché mondial dirigé officieusement par les Britanniques, d'où l'hégémonie de ce territoire suite à l'Empire. L'Empire britannique cherchait à étendre l'Empire des Indes et y protéger ses intérêts, tandis que l'Empire russe cherchait un accès à l'océan Indien. Une course pour la suprématie commença entre ces deux grandes puissances. Ainsi, dès la chute de Napoléon, l'Angleterre et la Russie devinrent ennemis, mais ne s'affrontèrent jamais directement, mis à part la période de la guerre de Crimée. Au fil du temps, les frontières des deux empires se rapprochèrent de plus en plus dans le Pamir, notamment avec l'avancée russe en Asie centrale et l'avancée des Britanniques au nord des Indes, obligeant les deux empires à définir leurs frontières au début du XXe siècle. On devait ménager entre l'indépendance d'un État tampon, étant l'Afghanistan, qui s'expliquait aussi par la farouche résistance des tribus locales dans un environnement montagneux difficile à contrôler. Tout au long du XIXe siècle, les dessins satiriques de la presse ont mis en scène l'ours russe, le lion britannique, le sultan ottoman, en homme malade de l'Europe, et le chat de Perse. Le grand jeu n'est pas qu'un seul conflit entre Britanniques et Russes, puisqu'il s'applique aussi par la situation en Extrême-Orient, où les puissances occidentales profitent de la faiblesse temporaire de la Chine, alors très divisée, et se concurrencent mutuellement. Effet collatéral de cette situation, l'indépendance du Tibet est reconnue par les Britanniques le 7 septembre 1904 dans la convention entre la Grande-Bretagne et le Tibet, signée par le palais du Potata entre le représentant britannique et le gouverneur tibétain. Cette indépendance ne dure qu'un demi-siècle avant que les Chinois n'y reviennent en force, tandis que celle de l'autre État vassal de la Chine, la Mongolie, est reconnue en 1911 par les Chinois eux-mêmes sur 2 tiers du pays.
seul le dernier tiers, la Mongolie intérieure, restant chinois. J'ouvre une parenthèse et vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo à vos amis et à votre famille. Parenthèse fermée. Si la guerre de Crimée, qui mérite une vidéo à elle toute seule, comporte une alliance entre Britanniques, Français et Ottomans, ce n'est pas par le fruit du hasard. Le 19e siècle, qui est riche en conflits majeurs, notamment au début du siècle, tente d'apaiser les conflits internationaux en répartissant les puissances. Ainsi, au niveau européen, aucune puissance ne se démarque d'une autre. Les Britanniques, comme à leur habitude, ne souhaitent pas voir l'hégémonie d'un pays vis-à-vis de tous les autres. Au niveau mondial, cependant, on constate une nette supériorité de l'Empire britannique sur les autres territoires. L'Empire russe, quant à lui, est un empire continental se rapprochant des colonies d'outre-mer britanniques, d'où le conflit du Grand Jeu. Cependant, là, on peut faire une distinction avec l'introduction que je vous ai présentée. Ici, nous trouvons deux camps qui s'affrontent, avec des puissances émergentes aux alentours. D'ailleurs, une des puissances émergentes qui a essayé de contrecarrer l'Empire britannique ainsi que l'Empire français sont les États-Unis d'Amérique. L'Empire britannique cherche à contrecarrer les États-Unis d'Amérique en relation avec la France et l'Autriche en cherchant à placer un empereur sur le territoire du Mexique. Sur son opposé territorial, le territoire russe est soumis à de nombreuses contradictions. Tout d'abord, une forte propagande est placée contre ce territoire qui est décrit comme archaïque et brutal. Ensuite, la défaite russe au terme de la guerre russo-japonaise en 1905, où l'Angleterre soutenait le Japon, marque le déclin de la puissance russe, s'étant souvent mise en avant, notamment lors des guerres napoléoniennes. La période entre la fin du 19e siècle et le début du 20e marque l'essor d'un multilatéralisme et une Russie à la recherche d'un pacifisme au niveau européen durement critiqué par ce territoire, corroborant ce territoire comme un État fragile. La Première Guerre mondiale devient presque la conclusion des États européens, où l'Empire russe s'effondre lors de la Révolution de février 1917, suivie au bout de 8 mois par le coup d'État bolchevique, l'Allemagne ayant financé le retour de Lénine en Russie en échange de la paix à l'Est, marquant de ce fait un multilatéralisme des puissances. Lors de la période de l'entre-deux-guerres, là où est fondée l'URSS, le grand jeu se transforme, devient triangulaire avec 3 pôles, un pôle libéral, issu de l'entente, qui donne les alliés occidentaux, un pôle communiste, dont l'URSS est le pivot, son premier état satellite est la Mongolie dès 1924, et un pôle quasi-totalitariste, période fasciste, nazie et grand nippon, que donne l'Axe. Ces 3 pôles s'affrontent au travers de la guerre civile espagnole, surtout de la Seconde Guerre mondiale, au début de laquelle le premier se trouve d'abord isolé, jusqu'à ce que l'attaque allemande contre l'URSS et l'attaque japonaise contre les États-Unis changent l'équilibre du conflit en mettant de même côté les ressources des empires coloniaux britanniques et français, les masses humaines de l'armée rouge et la haute productivité de l'industrie nord-américaine. Même si le terme de grand jeu est popularisé par le roman Kim, publié en 1901, les stratégies politiques qu'il désigne existaient bien avant. L'expression apparaît en 1857 dans l'ouvrage History of War in Afghanistan de John William Kay, un officier britannique de l'armée rouge des Indes. Kay aurait emprunté cette formule à l'explorateur, écrivain et officier de renseignement britannique Arthur Connolly, un capitaine du 6e régiment de cavalerie légère du Bengale, au service de la Compagnie britannique des Indes orientales, qui fut l'un des premiers à franchir les passes montagneuses entre l'Inde et l'Afghanistan lors d'une reconnaissance pour finir décapité par l'émir de Bukhara. Je vous ai présenté ici le grand jeu, de ses origines, des origines de l'hégémonie européenne, lors de la défaite de Napoléon Bonaparte en 1815 à Waterloo, incluant indirectement la victoire des Britanniques ainsi que son empire colonial maritime, de la mise en place de nouvelles puissances naissantes sur le territoire continental européen. On a constaté un rapprochement des territoires russes et britanniques sur le territoire asiatique, provoquant de ce fait des conflits, ainsi que sur les zones de la Crimée, là où l'Empire ottoman était l'homme malade de l'Europe. Cependant, Britanniques et Français ne souhaitaient l'influence des Russes sur le territoire de la Crimée et du Caucase. Finalement, les tsars de Russie vont s'affaiblir et les mouvements anarchistes et communistes vont les dissoudre. Si vous souhaitez une vidéo plus poussée sur l'histoire des influences et conflits internationaux sur le territoire européen et mondial, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Si vous souhaitez une vidéo sur la guerre froide qui est fortement présente sur YouTube, je peux vous en proposer une, notamment les histoires méconnues de la guerre froide. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un j'aime, un commentaire sympathique et n'hésitez pas à me partager à vos proches, vos amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.